Nuit de folie totale à New York, Novak Djokovic éteint Ben Shelton et imite sa célébration pour chambrer le public. Medvedev trouve la clé pour détruire le jeu génial d'Alcaraz. On aura donc un remake de la finale de l'US Open 2021 entre les deux hommes, où Novak était passé à un match du Grand Chelem calendaire. Le tennis est fou, le tennis est génial, et je vous propose de revivre ensemble les émotions qu'on en a vécues la nuit dernière. Cette intro est trop longue. Allez, on attaque tout de suite avec le premier match qui nous intéresse entre Daniil Medvedev et Carlos Alcaraz. Une surprise retentissante à New York. Alcaraz qui était grand favori de cette opposition, mais Medvedev a su trouver des clés très importantes. Je vais vous les expliquer en détail. Avant ça, n'hésitez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, le projet, les vidéos qui sont faites un peu au bout du physique et de la nuit, un pouce sous la vidéo, ça fait toujours plaisir, un abonnement, un commentaire également pour pousser l'algorithme. Alors, on attaque avec un plan très clair, identifié très vite du côté de Daniil Medvedev, c'est celui de forcer sa nature et d'appuyer ses coups. Ça a été un axe tactique fondamental ici, par exemple, 4e point de la partie, et en coup droit, il va contrer immédiatement Alcaraz dans l'espace ouvert qui va être surpris et battu. On l'a pressenti dans l'interview de Gilles Servara dans l'équipe la veille, il expliquait il va falloir changer des choses, peut-être être plus agressif au niveau du plan de jeu, et c'est exactement ce qu'il a réalisé Medvedev, et je trouve vraiment que ce match montre à quel point c'est un champion, à quel point il a une extra vitesse, une lucidité aussi sur ses performances. On a aussi senti du côté de Daniil un grand équilibre mental, une composition très importante, et accepter de toute façon l'exceptionnel avec Carlos Alcaraz. Ici, une accélération plein fer en coup droit, une banane nucléaire, et du côté de Daniil, faut pas s'agacer, faut pas se dire c'est impossible, non. Il est capable de ça, Alcaraz, mais il y a aussi d'autres secteurs dans lesquels il est plus friable. Au niveau tactique et stratégique, Daniil avait également un plan en tête qui est celui de frapper très fort ses deuxièmes balles. On l'a vu à des moments très importants. Alcaraz qui est simplement à 1 sur 9 balles de break converties, c'est la grande classique. Il arrive à se procurer un grand volume, mais il a un taux de conversion qui est relativement faible. On arrive dans le tie-break du premier set. Alcaraz a montré quelques signes de fébrilité, de difficulté parfois sur ses jeux de service. Et là, je me dis, c'est super important pour Daniil. Ce tie-break, il est essentiel pour Medvedev. Si Alcaraz vire en tête, je pense que le match clairement prend une autre tournure et Daniil va réussir à sortir de son chapeau des retours absolument exceptionnels. Il va neutraliser les services volés de Carlos Alcaraz. Ici, on a un retour fabuleux, très long, très profond. Alcaraz un peu décontenancé. Medvedev qui va avancer et qui va réussir à terminer en 2 temps. Ce premier tie-break va marquer une rupture profonde dans la rencontre, et c'est aussi à ce moment-là qu'on se rend compte que ça y est, Daniil a réussi à créer de l'inconfort chez Alcaraz, ici qui va forcer son amorti et concéder un break. Donc on a un set, un break immédiatement, et Alcaraz est en train de flotter dans cette partie. On le sent vraiment très peu à l'aise. 2 stats très importantes pour vous. La première, 0 ace pour Alcaraz sur l'ensemble de la partie. Donc Daniil a systématiquement renvoyé les services, les a touchés, a fait jouer un coup supplémentaire. Une autre stat d'importance, c'est dans le deuxième set, Alcaraz est à 4 sur 14 simplement derrière sa deuxième balle. Alcaraz qui va perdre son fluide très clairement dans ce set, avec un Medvedev qui court partout, qui bétonne, qui fait jouer et qui rentre dans son cerveau. Ce deuxième set, c'est du prime Medvedev, hein, disons-le clairement. Alors même s'il y a un volume très satisfaisant et un pourcentage aussi de qualité au filet du côté d'Alcaraz, 54 sur 70, Medvedev va écœurer la pépite espagnole avec sa couverture de terrain tentaculaire. Il s'est fait malin, et aussi on peut se dire mais quelle faculté de récupération, quel champion de se remettre de ce qui s'est passé contre Rublev, où il a dû perdre énormément d'énergie, d'influx, et il faut réussir à récupérer de ces conditions extrêmes. Il a réussi à le faire, et franchement chapeau. Réaction de Carlitos dans la 3e manche, Medvedev qui va se retrouver un peu par accident au filet 3 fois dans ce jeu, très étonnant. Alors là il va se faire passer par un lob, et c'est le brécos du côté de Carlitos, avec aussi une intensité un peu plus poussée. 2-7-1, et là on va se retrouver sur 2 moments très importants de la partie. Je vous propose de les regarder en détail. On va commencer ici, 2 balles de break pour Carlos Alcaraz, et un lob qui va sortir de quelques centimètres simplement. Et sur le point suivant, Daniil, qu'est-ce qui nous sort? Une deuxième balle à 201 km/h au T. Très impressionnant, là c'est du vintage Daniil, hein. Franchement, alors il peut les rater, il a fait beaucoup de doubles fautes dans cette partie, et ça fait partie de son jeu de prendre des risques sur deuxième, mais là il réussit à le faire dans un moment très important, donc super clutch Daniil. Quelques instants plus tard, Medvedev qui va conclure sa masterclass avec un retour absolument exceptionnel ici dans les yep sur un service volé, comme un symbole presque, hein, d'un Medvedev qui a réussi à déjouer la stratégie, la variation de Carlitos. Évidemment rien ne sera simple jusqu'au bout pour Medvedev, avec ici un gros retour, hein, de la part de Carlos Alcaraz,
Alcaraz. On est sur l'arrière du côté de Daniil et la balle qui va miraculeusement accrocher d'1 millimètre la ligne. Il va sauver cette balle de débreak. Un public aussi qui va s'investir bien sûr contre Medvedev, à siffler, à applaudir les premières balles ratées, comme ce qui s'est passé entre Djokovic et Shelton. On enchaîne avec le Ben Shelton versus Novak Djokovic, un match pimenté, vous allez le voir à la fin, on va en discuter de ce drama qui a enflammé Twitter hier soir, bien entendu. Donc on va commencer avec Benny, qui a découvert qui était Novak Djokovic. Et qui est Novak Djokovic exactement? Je vous pose la question dans les commentaires. C'est un génie de la géométrie, une précision absolument chirurgicale. Ici, on a un mini replacement côté gauche de la part de Benny parce qu'il attend un revers croisé. Tous les joueurs vont le faire dans cette position. Non. Ici, on va allonger droit devant du côté de Djokovic qui pressant les choses d'une manière prodigieuse. On va avoir du coup dans cette rencontre l'expression de deux QI tennistiques très différents, celui surdéveloppé de Novak Djokovic et un plan de jeu quand même globalement simplifié du côté de Ben Shelton qui essaye d'agresser, de faire les coups gagnants très rapidement, et je pense que c'est un peu la caricature du tennis actuel, avec certains joueurs qui essayent de produire et d'autres qui essayent plus de détruire. On a 43 fautes directes du côté de Ben Shelton, et ici vous le voyez, on est capable de subir, de tanker, d'extraire la faute dans le camp adverse. Quand vous jouez Novak, vous ressentez quelque chose de différent. Beaucoup de joueurs, après avoir affronté Djokovic, expliquent « J'ai été dans des positions inconfortables, j'ai pas su jouer mon jeu, et en fait, ce joueur c'est une montagne, et tu sais pas par quel versant escalader justement ce mont, cette citadelle imprenable. » Justement ici, le service de Novak, 88% derrière sa première dans le set 1 et dans le set 2, donc il a cette citadelle, et en même temps, le gars, tu lui sers des souches à 217 km/h, mais il n'y a aucun souci. Pour Novak, c'est comme si c'était des services d'Hugo Gaston, il les renvoie dans les yep. Djokovic à 23 sur 26 au filet, ratio monumental. Ici, je voulais vraiment vous montrer cette séquence parce que je trouve vraiment que ça montre à quel point ce gars-là, c'est un génie du momentum, il comprend les moments, comment attaquer, pourquoi attaquer, tout dans son jeu a un sens. Et c'est ça qui est très important. On l'a vu à contrario. Shelton, c'est un jeu déstructuré, c'est un jeu de hot shots. Et contre un joueur comme Novak, c'est quasiment impossible de gagner les matchs de cette façon. Ici, service volé dans un moment où le public commence à s'embraser. Non, petit service volé et on éteint tout de suite les flammes. Mais même si Novak Djokovic est en train de dominer très clairement cette partie, on le sait, il va se passer quelque chose, il a tendance à se déconcentrer. Dans le troisième set, on comprend qu'il a du mal à maintenir son intensité et à contrario, Shelton, il va commencer à lâcher de plus en plus ses coups et toucher justement les zones qu'il cherchait depuis le début de la partie, toucher les lignes, et on va rentrer dans un combat mental avec pas mal de turbulences du côté de Novak. Balle de 7 même pour Ben Shelton à 5-4 ici dans cette position, et qu'est-ce que va réussir à trouver Novak Djokovic? Un ace extérieur dans la Lulu. Réaction de champion tout simplement, et puis on a vu le public également à partir de ce moment-là applaudir ses premières balles ratées, et je me demande d'ailleurs qui le public va supporter dimanche entre Novak et Daniil. Vous l'avez compris, une vraie crispation pour finir, et je pense que c'était important de vous donner ce contexte avant d'analyser le drama qui a suivi à la fin de la rencontre. Et voilà, on va terminer ici par un Djoko Smash qui va offrir un tie-break qui sera globalement très bien maîtrisé de la part de Novak. Le drama justement, c'est ça, Novak qui va terminer la rencontre, qui a été je pense un peu énervé quand même par la réaction du public et aussi la résistance de Ben Shelton, et qui va donc mimer ici, hop, on met la main comme ça, on mime la célébration que Ben Shelton a réalisée notamment face à Frances Tiafoe, et on raccroche. Alors on va on va lire les déclarations, regardez la tronche de Shelton, qui n'a pas véritablement apprécié ça, mais voilà, d'après ce qu'il dit lui, il n'aurait pas vu la situation, il a dit « je n'ai pas vu ce geste, je l'ai vu justement après le match ». Bizarre, je sais pas si c'est vrai tout ça. Envers, il continue, il explique que je pense que si vous gagnez le match, vous méritez de faire ce que vous voulez. Quand j'étais enfant, j'ai toujours appris que l'imitation est la forme la plus sincère de la flatterie. Alors c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Novak de son côté a expliqué « j'adore la célébration de Ben, j'ai trouvé ça très original, je l'ai copié, j'ai volé sa célébration ». Donc en gros, des réactions épidermiques de la part de certaines personnes, et je peux le comprendre en fait. Je pense que c'est typiquement le genre de moment, de réaction, de chambrage qui fait que Novak est un joueur clivant. T'as deux visions qui s'affrontent en quelque sorte. Certains se disent « ouais, il a 36 ans, il a 23 grands chelems, pourquoi se réduire à ça? Pourquoi faire ce genre de célébration ?»
moqueuse, exagérée par rapport à un joueur qui vient d'arriver sur le circuit, qui joue sa première demi-finale en Grand Chelem, donc il y a ce côté-là. Et puis d'un autre côté, je pense qu'il y a des gens qui se disent bah c'est bien d'avoir cette expression-là, le chambrage. Vous vous plaignez quand les joueurs et les joueuses sont trop cadenassés et n'expriment plus rien, donc là on a un joueur et un très grand champion de l'histoire du tennis qui le fait, donc on devrait s'en féliciter. Et pour terminer là-dessus, je pense que ce qu'il faut bien comprendre avec Novak Djokovic, c'est que c'est un gars qui compartimente beaucoup. Quand il est au micro, en interview, en conférence de presse, très affable, très intelligent, parfois un discours très ambitieux bien sûr, on le sait, il a envie de péter, d'exploser tous les records. Donc on a une dualité entre ça et son comportement sur le court qui parfois est agressif, animal, cette volonté d'aller bouffer son adversaire, on l'a vu en quart de finale à se pourlécher les babines sur un break face à Fritz. Donc il a ça en fait, il a cette dualité et je pense que c'est ce qui échappe à la plupart des observateurs. Et aussi je pense que trop de personnes se disent le tennis c'est un sport de gentleman. Non, ce n'est pas un sport de gentleman, ce n'est plus un sport de gentleman depuis les années 70. Faut bien se mettre ça dans la tête. Avec les Nastase, avec les Connors, avec les McEnroe, on a tout à fait changé de paradigme. Le tennis, c'est un sport violent, mentalement, physiquement aussi, c'est de la boxe avec une raquette. Pour moi, il n'y a pas beaucoup d'écart entre la boxe et le tennis, hein, je vous le dis clairement. Alors évidemment, les joueurs finissent pas avec des bleus comme ça, des yeux complètement en vrac et des arcades sourcilières explosées. Non, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Et puis il y aura toujours des joueurs positifs, solaires, joyeux, et ça correspond à un certain goût. Je pense que certains d'entre vous n'aiment pas le comportement de Djokovic, préfèrent le comportement d'un Alcaraz, et vice-versa. Et moi, ce qui m'amuse beaucoup aussi, c'est que, allez, 95% des gens qui ont commenté la séquence sur les réseaux sociaux n'ont pas vu le match, n'ont pas vu le contexte, vont analyser avec leurs préconceptions, leurs préjugés sur un tel ou un tel joueur. Si vous avez une préconception positive sur Novak Djokovic, c'est génial, c'est iconique, il se moque de lui, mais c'est fun. Si vous le détestez, vous allez forcément trouver la célébration mauvaise. C'est le Connemara dans mon dos. Littéralement, ça ruisselle. Il fait une chaleur épouvantable. Voilà. Je tenais à le dire. On enchaîne avec le coin prono sponsorisé par les Winamax de Winamax. Winamax, le site de paris sportif de légende qui m'accompagne sur cette US Open, vous l'avez bien compris. Un lien dans la description jusqu'à 100 € de free bet pour une première inscription. Très important, vous voyez le bandeau jaune. Les paris sportifs sont réservés uniquement aux adultes. Alors, la finale de l'US Open opposera Novak Djokovic favori face à Daniil Medvedev. 3 clés de compréhension comme d'habitude alors que je vous montre le head-to-head entre les deux hommes, 9-5. La première clé, la tactique. On a deux génies à ce niveau, c'est très clair pour moi. Alors on a eu, souvenez-vous, la diagonale, c'était à l'US Open en 2021, victoire de Medvedev 3x4. On a eu également des Bercy, les services volés kickés du côté de Novak pour déjouer la position reculée de Daniil. Ensuite on avait eu plusieurs joueurs qui s'étaient engouffrés dans cette brèche, Kyrgios, Alcaraz notamment. Donc je pense qu'on va avoir soit un agglomérat de choses qui ont déjà fonctionné par le passé, soit une petite trouvaille tactique. Pour moi, je pense qu'on aura certainement un schéma récurrent dans cette rencontre, c'est la diagonale revers, verrouillée, et celui qui va ouvrir risque parfois de se prendre une pancarte. Daniil l'a montré face à Alcaraz, et Novak aussi face à Alcaraz à Roland Garros. Donc je pense qu'il y aura certainement quelque chose de ça, avec une volonté de piquer après des neutralisations. Deuxième clé de compréhension, le service et le retour. Daniil Medvedev réalise beaucoup de doubles fautes. C'est un coup qui est risqué par essence chez lui de essayer de frapper ses deuxièmes balles particulièrement fort. Donc il alterne entre deuxième balle foudroyante et un peu plus sécuritaire, et c'est exactement ce que fait Novak Djokovic. Donc on va avoir un certain mimétisme, je pense, à ce niveau. Daniil qui recule très loin, Novak près, voire très près parfois sur la deuxième balle adverse. Donc on a deux philosophies de retour qui vont s'affronter encore une fois, et je pense que l'exécution sera fondamentale. Et la dernière clé, c'est le mental. Daniil connaît le chemin pour battre Novak Djokovic en finale de l'US Open. Il avait réussi à le faire en 2021, mais on peut aussi se dire qu'il a beaucoup plus puisé physiquement et nerveusement que son adversaire. Il y a eu le match intense contre Rublev, il a battu Alcaraz quand même en demi-finale, donc on a un tableau beaucoup plus compliqué que celui de Novak Djokovic, qui a eu en fait un match difficile face à Djere, où il a eu du mal à se mettre dedans, peut-être le fait de jouer un compatriote. Et un motif d'espoir pour Daniil, c'est qu'il a déjà battu Novak en finale de Grand Chelem, et il l'a battu cette saison à Dubaï, donc il a stoppé l'hémorragie. Alors il faudra essayer de durcir, de faire se tendre Novak, ça peut lui arriver, on l'a vu contre Ben Shelton. Malgré tout, je pense que Novak offre plus de garanties, ce sera le 4e adversaire différent en finale de Grand Chelem cette saison pour Djokovic, ce qui veut tout dire je trouve sur l'état du circuit actuel. Donc mon ratio c'est Novak favori à 62
38. Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires. Je voulais également vous remercier de votre accueil sur Instagram, ça fait très plaisir d'échanger avec certains d'entre vous. L'Instagram il va être poussé ces prochains mois, il va y avoir des vidéos qui vont sortir à intervalles très réguliers. Je vous dis pas encore ce que j'ai prévu, mais clairement il va se passer des choses, donc n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram. On se retrouve lundi en fin d'après-midi pour débriefer la finale. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. J'en peux plus. Oh putain. Aïe aïe aïe. Oh, la fin de quinzaine à chaque fois, c'est un enfer.